Cette semaine était marquée par le retour du GT World Challenge Europe avec le traditionnel prologue qui s'est déroulé mardi et mercredi au Paul Ricard sous un franc soleil mais avec des températures, on va les appeler assez fraîches, avec notamment beaucoup de vent. Et Endurance Info était sur place pour évidemment suivre cette rentrée des classes pour tous les concurrents du GT World Challenge Europe Endurance et Sprint évidemment, puisque chaque série était représentée avec une nouvelle fois, on va en parler, une superbe liste des engagés. Laurent, j'espère que tu t'es réchauffé un petit peu puisque il a vraiment fait froid. Mais ce déplacement, ça nous a permis évidemment de faire un peu le tour du paddock avec pas mal d'infos et de petites histoires à vous raconter. Vous avez déjà pu en voir sur Endurance Info, et on va développer tout ça dans ce nouveau numéro de Track Limit. Salut Laurent. Ouais, salut Pierre. Ouais, il fait un petit peu moins de vent quand même. C'est vrai que c'était assez froid et assez venteux. Bon, c'était pas pluvieux, donc c'était déjà bien. Et c'est sûr que le prologue qui est organisé chaque année au Paul Ricard, c'est toujours un moment sympa parce que c'est là où le paddock se retrouve, le paddock européen, même s'il y a déjà eu des courses. On a eu une course de WEC, on a eu les 24 heures de Daytona, les 24 heures de Dubaï et 12 heures de Bathurst. Mais c'est quand même là où le paddock se retrouve, et c'est là où tu as les nouveaux équipages, où tu as les nouvelles voitures, où tu as les nouvelles décos. Enfin, moi, perso, c'est vraiment le moment que je rate pas parce que c'est là où tu te dis, bon, là, ça y est, on est parti. On est parti effectivement avec, on va rappeler les principaux chiffres qui avaient été dévoilés un petit peu en amont de ces 2 journées d'essai. Donc 55 voitures sont attendues cette saison en Endurance Cup. Bon, c'est une de moins qu'en 2023, mais on reste sur des niveaux très élevés. Une fois de plus, c'est un point qu'on va aborder tous les deux, avec notamment 18 voitures en pro. Donc la quantité et la qualité sont de nouveau là, avec les habitués qu'on connaît au niveau des équipes. Il y a quelques nouveautés qui seront intéressantes à voir effectivement. En Sprint Cup, 38 voitures. Bon, ça reste encore une fois des grilles fantastiques. Et pour le combiné Endurance et Sprint, on a 32 voitures qui sont attendues à l'année. Là, c'est un petit peu plus qu'en 2023, puisqu'on peut compter sur 3 voitures. Laurent, on va faire un peu le tour des nouveaux venus ou des nouveautés. On va faire, ça va être le premier point qu'on va aborder tous les deux sur ces listes des engagés. De ce qu'on a pu voir, il y a une nouveauté principale, c'est l'absence de certaines équipes, comme qu'on avait l'habitude Ouais. de voir. Bon, on va penser évidemment à Acodis ASP, mais pour une raison valable, puisque Acodis ASP est désormais en WEC, donc bon, c'est sûr que c'est une absence de marque, mais quand tu vois le plateau que nous propose encore SRO Motorsport Group, c'est pas c'est pas dramatique de ne pas voir ASP, même si qui sont quand même les champions en titre. Ouais, ouais, ça fait c'est l'équipe qui va manquer cette année parce que l'équipe de Jérôme Policon est là depuis 2011, depuis la première année du championnat qu'on appelait à l'époque Blancpain Endurance Series. Et c'est vrai que c'est une grosse perte parce qu'on avait l'habitude de voir le team Acodis devant, aussi bien en sprint qu'en endurance. Mais bon, ça fait partie des jeux de chaises musicales. On est parti en WEC avec Lexus. On verra encore Acodis ASP, mais ce sera en GT2 European Series avec Mercedes. Mais c'est sûr que pour la partie GT3, ouais, ça va manquer. Alors après, on a quelques absences, comme tu l'as dit. On a Acodis ASP qui est pas là. On a les Iron Dam qui sont pas là, qui devraient être là à Spa, mais qui sont pas là sur la saison. Et après, on a l'absence d'AGS Events aussi qui est pas là. Kepax qui a annoncé aussi qu'il ne viendrait pas, qu'il faisait une pause pour cette année. Et puis quelques autres équipes qui ont décidé soit de faire une pause, soit d'aller voir un petit peu sous d'autres horizons. On pense à, je sais pas, à Team Parker Racing, par exemple, à Tiba Motorsport avec Rima Jufali qui roule maintenant en F1 Academy, ou Car Collection Motorsport. Donc ces équipes sont pas là, mais ça c'est compensé par l'arrivée, par contre, de nouvelles équipes ou alors des équipes pardon, qui doublent la mise et qui avaient une voiture dans le passé, qui maintenant en auront plusieurs. Et en plus des équipes qui elles changent de marque. On en avait parlé longuement
en amont de ces essais de prologue. On pense évidemment à Come To You qui avait débuté l'an dernier dans le clan Audi, ce qui était une logique puisque l'équipe faisait rouler des Audi RS3 en TC et donc était arrivé avec l'Audi R8 en GT3. Et cette année, la structure de Jean-Michel Barthes a fait le pari d'Aston Martin, avec 4 voitures attendues sur la liste des engagés. Laurent, c'est un nouveau challenge important pour l'équipe. Bon, là, il n'y avait que 2 voitures pour l'équipe belge, mais il faut tout mettre en place, évidemment, se lier avec ce nouveau constructeur qui est Aston Martin, découvrir la voiture pour l'équipe technique. Bon, c'est un sacré challenge, et il y a également Valkenhorst Motorsport qui a fait le saut vers Aston Martin en provenance de BMW. Ouais, bon, moi, enfin, je me fais pas trop de soucis pour l'adaptation des deux équipes parce que les deux équipes, aussi bien comme Toulouse que Valkenhorst Motorsport, ça fait partie quand même des équipes de pointe, des équipes, même si comme Toulouse est encore une équipe assez jeune en GT3, mais on a pu voir la saison dernière avec Audi, la première saison était très belle. Donc là-dessus, je me fais pas de soucis. On a Sébastien Breuil qui est un peu à la direction technique de l'équipe. Quand on voit les équipages, ça tient la route, même si tout le monde n'a pas encore été annoncé. Mais on sait à peu près qui va rouler. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est la répartition, mis à part la voiture qui est en pro. Où là, il n'y a pas de souci à se faire. Donc ça, ouais, où là, il n'y a pas de souci à se faire hein, avec Drudi, Sorensen et Tim. Je pense que ça va aller vite. Donc ça, ouais, ça fait partie. Bon, je pense qu'on peut dire qu'on a, allez, 2 grosses nouveautés avec Come To You et donc Valkenhorst qui changent de marque. Et puis on peut aussi rajouter Boutsen Boutsen, VDS qui passe exactement. d'Audi à Mercedes. Donc là aussi en plus avec de grandes ambitions, avec une voiture en pro et tout. Donc ça fait partie aussi je pense que c'est ouais, les trois changements. Enfin non, non, non. Je suis désolé, je vais en rajouter un. C'est cette espèce de cagade dynamique GT. Qui passe de Porsche à Ford pour finalement revenir avec Porsche sans forcément expliquer le pourquoi du comment. Même s'il n'y aura pas de voiture en pro attendue du côté de Dynamic GT, mais qui revient et qui était là avec la fameuse Porsche verte. On a retrouvé notamment Philippe Sager. Je crois qu'on a vu aussi Marvin Dinst et Zaid Ashkanani, hein, qui avait gagné à Monza avec Dynamic il y a quelques années La en première endurance. course de l'équipe. La première course de l'équipe en GT World Challenge. Ouais, ouais. Et oui, exactement, ouais. Avec Zaid Ashkanani. Donc ça fait partie on va dire des nouveautés. Après, on en a d'autres, hein. On a Sky Tempesta qui change une nouvelle fois de marque et qu'on avait vu avec Ferrari, qu'on avait vu avec McLaren, qu'on a vu avec Mercedes et qui maintenant revient avec Ferrari avec la 296 GT3. On a Kessel Racing aussi qui revient à plein temps, qui était une équipe habituée. Et puis, tu as aussi quand même des équipes qui continuent à faire confiance à l'Audi R8 LMS GT3. On pense à Temto, c'est pas une surprise. Ils connaissent la voiture Mm. depuis des années. Et alors certes, il y avait qu'un seul pilote confirmé à la saison, qui est Lorenzo Ferrari, mais quand on voit tous les pilotes qui étaient présents pour rouler sur ces essais du prologue, on peut faire confiance à l'équipe d'Arkinaka pour avoir un équipage très solide pour jouer devant, hein, avec des Christopher Haas, des Ricardo Feller qui étaient de la partie lors des essais. Ouais, tout à fait. C'est clair. Après, on a aussi Saint-Éloque qui, pour Mm. l'instant, alors on ne connaît pas encore la répartition des classes parce qu'on a une voiture, je pense, en gold et l'autre, on ne sait pas. Je ne sais pas s'il y en aura une en pro ou pas. Mais Saint-Éloque et CSA Racing aussi qui a quand même un bel équipage pour sa deuxième année dans la catégorie GT3. Donc ça, ça fait aussi partie des choses sympas, à voir avec Arthur Rougier, Adam Eteki et Romain Carton qui va débuter en GT3. Donc bon, là c'est parti, ça fait partie aussi donc des changements, des petits changements, des petites nouveautés, des petites améliorations. On a aussi CLRT aussi qui continue avec Porsche, mais qui a quand même une voiture en pro, ce qui était le cas l'année passée, mais uniquement en sprint et uniquement à Zandvoort sur la finale. Où là, ce sera carrément en endurance avec un changement de nom avec le CLRT, le team de Comlodogar qui devient un Schumacher CLRT Racing Team. Donc Et un sacré voilà, bon, équipage, ça. hein, on rappelle, avec Et un Yanchen sacré Guven équipage, et puis notamment. ouais, ouais, avec Ayon Chen-Gouven, Dorian Boccolacci et Laurine Henrich. Et puis l'autre chose quand même à signaler, c'est le retour aussi de Grasser Racing Team avec une voiture en pro. Ouais. Un team de Gottfried Grasser, ça aussi, ce sera important à surveiller parce que bon, on peut pas dire que
que la prestation des Lamborghini l'année dernière, ça a été bon. Donc, on a un peu travaillé cet hiver pour peaufiner cette version Evo 2 qui était quand même pas très, très, ouais, qui réjouissait pas forcément les pilotes l'année passée, notamment au niveau du système de freinage. Et là, je pense qu'on a quand même pas mal bossé et on espère que ça va s'améliorer et puis que Lamborghini va quand même jouer devant. On sait que Lamborghini cherche toujours à gagner les 24 heures de Spa. Donc, bon, est-ce que ce sera cette année? On verra ça fin juin. Bah, c'est sûr que Grasseur, alors certes c'était en silver, mais c'était une des équipes qui y arrivait à faire gagner la voiture l'an dernier en silver et également en DTM, puisque ça avait plutôt bien marché en DTM pour l'équipe autrichienne. Et ils seront évidemment effectivement avec Iron Lynx en pro pour essayer de donner ce succès qui manque à la marque italienne aux 24 heures de Spa. Petit ajout, Laurent, il y a également une Porsche en pro pour Pure Racing, qu'on commence à bien connaître maintenant, puisque l'an dernier ils étaient en bronze, avec le succès que l'on connaît, et on rappelle que Pure Racing a gagné la première course du WEC en LMGT3. Cette année, ils seront en pro, en endurance. L'équipage n'est pas encore défini, mais on peut, sachant qu'il y a encore Monte Racing derrière cet engagement, on peut s'attendre à avoir du lourd sur la voiture. Et pour terminer dans ces changements et ou confirmations ou prolongations de programme, AF Corse sera évidemment de la partie avec notamment le retour d'Alessandro Pierguidi en GT World Challenge Europe. Laurent, on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer ce podcast. Il y a quelque chose à noter quand même pour ces listes désengagées, c'est la constance. Et on a vu la progression régulière en nombre, hein, évidemment en qualité, mais en nombre des listes désengagées dans ces séries SRO. Et là, ils ont quand on sait que certaines autres séries, des fois, sont un peu en dents de scie, hein, bon, des questions également budgétaires ou des mouvements pendulaires parfois entre certaines séries, mais force est de constater que le GT World Challenge Europe, que ce soit en sprint ou en endurance, c'est toujours des grilles à plus de 50 en endurance et à plus de 35 en sprint. On ne peut que saluer le travail des équipes de Stéphane Rattel. Oui, oui, c'est clair. Depuis 2011, où le championnat Blancpain Endurance Series a été lancé, ça fait partie des rares championnats où on n'a pas connu de baisse. On a eu un petit drop à un moment par rapport au championnat sprint, où il y a eu moins de voitures. Alors, pas forcément parce que les équipes n'étaient pas satisfaites, mais aussi parce qu'il y avait pas mal de concurrence de championnats, avec les championnats nationaux, avec le British GT notamment, avec la DAC GT Masters, qui était assez fort à cette époque-là. Et ça fait partie des rares championnats. Et je suis en train de réfléchir. Je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de championnats dans le monde qui aient réussi à convaincre autant d'équipes sur autant de temps, avec plus de 50 voitures en endurance. Il y a peut-être le championnat IMSA quand même, qui a toujours été assez fort. Mais pour le reste, et le Super GT aussi au Japon. Mais pour le reste, je pense que c'est le seul championnat où il y a eu toujours, où il y a toujours cette constance, où il y a toujours ce niveau aussi, parce que c'est bien d'avoir des voitures, mais faut-il encore avoir le niveau en face? Et là, c'est le cas. Et là, aussi bien en sprint qu'en endurance, je veux dire, tu peux que mettre 5 étoiles, il n'y a rien à reprocher. Exactement, on rappelle 18 voitures en pro en Endurance Cup, c'est quand même Ouais, je peux. assez incroyable de voir autant de voitures d'équipage pro, donc avec, même si cela reste de la compétition client, il y a forcément le soutien des constructeurs, donc c'est sûr que c'est quand même assez remarquable. Ah ben le pro, enfin je sais pas ce que toi t'en penses, mais le pro, il y a rien enfin, il y a rien à acheter au final. Alors, on n'a pas parlé de tout le monde, hein, mais tu vois, je pense que tout le monde va suivre aussi avec intérêt les débuts de la Ford Mustang GT3 avec Proton, qui finalement va faire rouler aussi cette Ford dans le championnat GT World Challenge Europe, avec en théorie le trio Denis Olsen, Christopher Miss et Frédéric Vervisch qui étaient les trois pilotes prévus à la base chez Dynamic GT. Donc ça, il va falloir voir ce que ça va donner. Mais bon, c'est une première saison de la voiture, donc il va peut-être falloir laisser un petit peu de temps au temps. Et puis, il y a encore quelques teams, enfin, dont un particulièrement qu'on n'a pas évoqué, qu'il faudra, à mon avis, encore surveiller de très, 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 très près, c'est le Rover Racing. Mm.
Et dans le avec clan encore avec BM, il des faut pas oublier évidemment et du WRT, WRT. même si bon là Hmm. c'est pas une surprise, enfin presque ne pas en parler, c'est presque logique parce qu'on sait qu'ils seront là, on sait qu'ils seront présents. Et Hmm. pour nous, c'est pas une surprise ni une nouveauté ou quoi que ce soit. Certes, Mais il y a un peu de changement du fait des programmes en plus qu'à WRT par ailleurs hein, avec l'hypercar, mais bon quand on connaît les équipages qui seront alignés, ça va être encore du lourd. non, non, il n'y a rien. Il y a rien à reprocher, mais quand tu vois aussi la perte de Rover Racing ces 2 dernières années, même si là, il y a un petit changement sur la 998, puisque du coup, on va retrouver Augusto Farfus, ce qui n'était pas le cas dans le passé, puisqu'on avait Neil Verhagen, mais qui lui va rouler aux États-Unis. Mais la voiture avec Dan Harper et Max S, cette 998, sera forcément à surveiller, comme la 98 avec Eng, Whitman, Yellow. Et puis, évidemment, WRT, qui va entamer sa deuxième saison avec la BM, donc aura forcément des ambitions revues à la hausse. Et puis l'arrivée aussi de Winward en pro, quand même avec un sérieux équipage avec Morad, Lucas Sauer et Maro Engel. Et puis Get Speed qui continue et on va retrouver Jules Gounon parce que Jules Gounon, du coup, peut plus rouler chez Acodis ASP qui n'est plus là. Et du coup, Jules Gounon va rouler contre Raffaele Marciello, son habituel acolyte des années passées. Et ça sera évidemment à surveiller. Laurent, je te propose de passer un peu plus à ce qu'on a pu voir dans le paddock du Paul Ricard, puisque voilà, il y avait pas mal de choses en plus de la simple liste des engagés. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. La première chose qui nous a un petit peu marqué, c'est le peu de déco des voitures cette année. Beaucoup de Ah oui, voitures oui. étaient en version carbone. Et Ouais. on se rappelait qu'il y a 5, 6, 7 ans, quand on arrivait au prologue, en général, tout le monde avait la déco, les équipages étaient tous plus ou moins finalisés. C'est un petit peu moins le cas cette année. Alors est-ce que c'est un peu plus... Il y a aussi l'accumulation des programmes, hein, peut-être, pour certaines équipes. Qu'est-ce qui peut, selon toi, expliquer alors, je ne veux pas parler d'un manque de préparation, bien au contraire, mais voilà, c'était un peu moins près que les autres années. On va dire ça comme ça. Je pense que tu l'as dit, la multiplication des programmes, t'as des équipes qui enchaînent, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années où là, il y avait ce qu'on appelait une intersaison, sauf que maintenant, tu n'as plus d'intersaison. Tu as des équipes qui sont allées rouler aux États-Unis, qui sont allées rouler à Dubaï, qui sont allées rouler en Australie, qui ont fait l'Asian Le Mans Series. Et qui ont pas reçu tout le On a matériel. aussi des nouvelles. Et voilà, on a des nouvelles voitures, on va dire Hmm. l'Aston, on pense à l'Aston Martin Vantage GT3 où c'est compliqué d'avoir les châssis parce qu'il y a forcément des délais d'approvisionnement au niveau des fournisseurs ou qui sont plus longs que ce que ça l'était par le passé. Donc tout le monde n'avait pas toutes ses voitures, Valkenhorst n'avait pas toutes ses voitures, comme tout le monde n'avait pas toutes ses voitures. Tu vois, Sky Tempesta a reçu sa Ferrari il n'y a pas très longtemps. Garage 59 a fait d'autres programmes, donc les voitures étaient carbone. C'est vrai que, comme tu le dis, il y a Get Speed aussi a été en full carbone. Il y avait quand même très très peu de voitures qui étaient décorées et la plupart des voitures qui étaient stickées sont des voitures qui n'ont pas disputé d'autres championnats cet hiver. F Corse Francorchamps Motors, par exemple, n'a pas disputé d'autres championnats. Donc on a peut-être eu un petit peu plus de temps. Et au niveau des équipages, bon, on a publié ce vendredi une liste des équipages qu'on a pu gratter un petit peu en faisant le tour des popotes durant 2 jours. Mais bon, tu seras d'accord avec moi pour dire que je pense que allez, 80% des équipages sont bouclés, on va dire, 90? Oui, Allez, oui, oui. 90. De toute façon, c'est sûr que la majorité des équipes a plus qu'une idée de son line-up. Mais c'est vrai que voilà, il y a encore quelques places sans doute disponibles ou qui étaient disponibles au moment du prologue. Et ces 2 journées d'essai ont clairement servi à certaines équipes pour tester des pilotes et valider ou valider des combinaisons de pilotes parce qu'on sait que c'est quand même très important, notamment en endurance où il faut avoir une certaine homogénéité des équipages et je ne vous parle pas du sprint où il faut quand même être raccord, surtout quand on veut jouer devant en pro où il faut avoir de fines gâchettes. Donc bon, c'est sûr que Ouais, et puis on voit aussi que la Bronze Cup séduit toujours autant. Alors évidemment, la Bronze Cup, comme son nom l'indique, il y a forcément un pilote bronze dans la voiture, donc qui amène forcément aussi une partie du budget. Il y a toujours cette invitation pour aller aux 24 heures du Mans pour les équipes qui cumulent le sprint et l'endurance en Bronze Cup, qui, comme l'année certaines passée, ne s'en sera à cachent tous les pas. meetings. Hein, je pense Oui, que hein, exactement. Ouais. Barwell notamment, on va penser à Barwell Ouais, Motorsport. ouais, tout à fait. Et puis,
Et là, cette Bronze Cup réunit quand même pas mal d'équipes. Il y a pas mal de diversité aussi au niveau des marques. Et ça, c'est plutôt à souligner. Bon, alors évidemment, avec ce remaniement l'année passée des classes, avec bon, la classe pro qui est toujours très forte, la classe Gold cette année, qui est un petit peu, il y a un petit peu moins de voitures en Gold. Et on a aussi la Silver Cup. Ça a mis à mal après là, ce qu'on avait dans le passé, la catégorie, enfin la classe Pro-Am, où maintenant les équipes roulent principalement en Bronze Cup, mais c'est la classe Gold Cup où il y a un petit peu moins de voitures que par le passé. L'autre, elle était très attendue. L'autre grosse nouveauté de ce prologue, on l'a déjà évoqué, c'était la Ford Mustang. On a eu un doute. Dynamic avait annoncé en fin de saison dernière, en marge de la finale du GT World Challenge Europe à Barcelone, son passage chez Ford. Il y a eu des essais qui ont été réalisés, des équipages qui ont été annoncés, et tout ça pour, comme on l'a dit, que le programme s'arrête un peu du jour au lendemain sans qu'on sache réellement les raisons derrière. Et finalement, quand la liste des engagés a été révélée, on a pu avoir la confirmation de la présence d'une Ford qui sera exploitée par Proton Competition. Laurent Laford n'a pas beaucoup roulé la première journée. Châssis neuf, arrivé des États-Unis, il a fallu forcément avoir un temps de préparation pour Proton, qui là aussi multiplie les programmes à droite et à gauche. Ouais, bah, on a pu voir, hein, on est arrivé nous la veille des essais, et la voiture elle était un petit peu en kit un peu, Ah, hein. C'était puzzle. un puzzle, hein. Là, c'était puzzle. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Et mercredi, il y a Christian Ritt qui était sur place et tout pour surveiller un petit peu tout ça. Bon, la voiture a roulé. Bon, c'était pas forcément le programme qui était prévu. Bon, on n'a pas eu enfin, personne n'a vraiment communiqué sur le pourquoi du comment de ce revirement de situation. On n'a pas eu vraiment le fin mot de l'histoire. Il y a bon, on a quelques bribes de l'histoire, mais personne n'a communiqué officiellement sur le sujet. Mais c'est vrai que ça fait partie des changements. On a pu aussi voir, bon, elle va pas rouler sur la saison, mais la Corvette aussi, hein, qui était là, parce qu'on avait des essais aussi, des tests de balance de performance Oui, c'est sûr, c'est pour un la point première. qu'on va aborder. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, donc ça fait partie aussi des voitures qui étaient sur place, mais qu'on verra pas forcément cette année. Même s'il y a des équipes, je pense, qui travaillent ou qui discutent avec Corvette Racing pour en faire rouler l'année prochaine. Mais comme quoi, la catégorie GT3, on avait peur, il y a au moins ouais, il y a un an, on avait peur qu'avec le LM GT3 qui arrivait en WEC et en ELMS et donc au Mans, que le championnat de Stéphane Rattel allait plonger en termes de nombre d'engagés. Et au final, Stéphane a été le premier toujours à dire non, il y a de la place pour les deux. Tout le monde était un peu sceptique sur le sujet. En fait, tout le monde s'est dit bah, les équipes de pointe vont partir. Alors oui, il y en a qui sont partis, mais tu prends WRT par exemple, bah, fais les deux. Et au final, bah, la qualité du GT World Challenge n'a pas diminué. Alors, nous, en tant que Français, évidemment, on est un peu déçus qu'Acodis ASP ne viennent pas. Mais bon, après, ils sont partis dans un autre championnat, donc dans le championnat du monde d'endurance avec Lexus. Mais non, non, en finale, bah, il y a de la place pour tout le monde et on n'a que 18 GT3 en championnat du monde d'endurance. Et le GT World Challenge Europe reste la référence des championnats d'endurance GT3. Ça fait aucun doute. Bah, tu es d'accord avec moi, l'an dernier, en faisant le tour du paddock, on savait, il y avait beaucoup de candidats à aller en WEC. Malheureusement, on connaissait les règles du jeu pour aller en WEC. Il fallait déjà que la marque soit acceptée, ce qui mécaniquement allait laisser des gens sur le carreau, et c'est sûr qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde, et forcément qu'il y a des départs. Bon, on a cité Acodis ASP, mais là, si on met les listes des engagés 2023-2024 côte à côte, on remarque que c'est la seule grande absence, comme on disait en introduction de ce podcast. Donc oui, le GT World Challenge se porte toujours aussi bien, parce qu'il y a l'attrait du calendrier, évidemment les 24 heures de Spa, pour ne pas les citer. On sait que les courses seront disputées, il y a le volet sprint, il y a le volet endurance, puis ben, les marques, ça reste des championnats centrés Customer Racing, donc les marques ont forcément des clients, des équipes qui souhaitent aussi développer leur programme, monter, bon, ou changer d'échelle. Je pense à Century Motorsport qui vient certes du giron SRO avec le British GT, mais qui commence à
à s'exporter à l'international. Ils ont disputé les 24 heures séries durant ce qu'on appelle l'intersaison. Cette fois, ils passent sur un programme GT World Challenge Europe. On a le retour de Kessel, Racing, comme tu disais. Bon, voilà, il y avait pas de, on savait qu'il y aurait des listes désengagées conséquentes. Là, on a eu la confirmation que ça n'a pas bougé, voire ça a même augmenté, comme on disait en introduction, à l'année. Il y a 32 équipages, 32 voitures qui sont attendues pour les 10 courses. Ça montre que l'appel d'air qui pouvait être craint dans un sens n'a pas eu lieu, et c'est tout à l'honneur encore une fois de SRO, et ça prouve que comme tu dis, il y a de la place pour tout le monde, et ce n'est pas, on peut le voir aussi dans les autres championnats, hein, Laurent, je pense que tu es d'accord avec moi. Le GT Open, on voit, il y a encore des annonces quotidiennes pour le championnat. La DAC GT Masters, qui a eu beaucoup de mal ces dernières années, a décidé de se mettre dans une pyramide avec le DTM, et on voit que les équipes y retournent. Voilà, il y a toujours de quoi faire. Clairement, il y a toujours de quoi faire pour toutes les équipes. Et là, bon, là aussi, tu as aussi un avantage quand même, c'est que bon, tout le monde sait que la catégorie GT3 est régie par une balance de performance. Et bon, peut-être qu'en sprint, tu peux toujours voir des changements et tout. Maintenant, sur le championnat endurance, tu vois pas grand monde se plaindre de la balance de performance, ce qui n'est pas le cas partout. Mais là, franchement, bon, quand tu discutes, quand tu fais le tour des équipes, tout le monde te dit, OK, oui, il peut y avoir des petites différences par-ci, par-là, mais quand tu viens sur un meeting, généralement, quand même, les gens, enfin, toutes les équipes te disent, bon, on a une chance de faire quelque chose. Donc ça, c'est un vrai plus. C'est sûr que si tu arrives dans un championnat et tu sais que tu vas être là pour le nombre, ça donne pas forcément envie d'être là et de revenir les années suivantes. Là, c'est ce qu'on disait, tu reviens, tu prends la liste des engagés en sprint ou en endurance, on retrouve les mêmes noms que les années précédentes. Ouais, 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 C'est ouais. pas Ouais, innocent, c'est pas innocent. Les gens savent ce qu'ils vont trouver. Et clairement, il y a ce qu'il faut pour assurer l'équité, et aussi avoir une chance, comme tu dis, de jouer. Et en plus, contrairement au WEC où tu n'es qu'une classe dans le classement final, là tu joues le général. Le GT3 et la catégorie du général. Alors certes, après il y a les classes, Pro, Gold, Silver et Bronze, mais quand même, tu n'as qu'une classe, une catégorie GT3 pour le classement général. Et pour certaines équipes, beaucoup nous le disent, hein, que des fois pour des pilotes, gagner leur classement, certes c'est très bien, mais il y en a qui sont aussi attirés par avoir la possibilité de jouer le général. ouais, oui, oui, ça c'est sûr. Et puis tu as aussi un truc qu'il faut pas oublier encore plus cette année que les années passées, c'est que tu as aussi les 24 heures de Spa au programme, que cette année ce sera le centenaire, que tu as forcément beaucoup de voitures, que tu as forcément beaucoup de gens qui veulent, enfin d'équipes et de pilotes qui veulent gagner cette course, encore plus que par le passé, et que de toute façon, on sait très bien que ça reste la plus grande course GT au monde, de partout, de par le circuit, de par les nombres de voitures qui peuvent gagner, de par les conditions météo qui sont changeantes. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui font que cette course est différente des autres. Tu peux la comparer aux 24 heures du Nürburgring qui sont pas très très loin de Spa, mais là c'est plutôt multiclasse. Là, tu as une catégorie, 70 voitures. Et forcément, pour cette édition du centenaire, on a vu l'appel d'air qu'a fait les 24 heures du Mans l'année passée avec le centenaire. Bah là, pour les 24 heures de Spa, c'est la même chose. Il faut gagner ces 24 heures de Spa de l'édition du centenaire parce que c'est celle que tout le monde se souviendra. Et là, on a 55 voitures à l'année en endurance. Donc, ça veut dire qu'on devrait encore en avoir une quinzaine, une 15 maximum au départ des 24 heures de Spa fin juin. Donc, je pense qu'il y a d'autres équipes en pro qui vont arriver ou des équipes qui vont engager une voiture supplémentaire. Et je pense que s'il y a une course à ne pas rater cette année, sachant qu'on a un calendrier quand même qui a été un petit peu remanié, puisque Monza n'ouvre pas la saison, puisque ce sera le Paul Ricard sur une manche de 3 heures, et qu'on terminera en Arabie Saoudite à Jeddah en endurance. Mais les 24 heures de Spa, ce sera l'événement de l'année à pas manquer. C'est sûr. Et il y aura peut-être des déçus, Laurent, au niveau de la liste des engagés. Tout le monde ne sera peut-être pas des équipes qui ont Ah, deux c'est voitures dit. aujourd'hui et qui veulent éventuellement mettre une troisième. Il y aura peut-être pas la place.
c'est différent des 24 heures du Mans où tu as t'as des invités d'office. Bon, là, évidemment, ceux qui sont engagés à l'année en GT World Challenge Europe seront forcément sur la grille. Et t'as pas un comité de sélection avec 10 personnes qui choisissent les engagés. Là, c'est un petit peu en fonction de l'ancienneté aussi. Et bon, les équipes de Stéphane Rattel vont certainement regarder les dossiers et voir qui est venu dans le passé, comment ça s'est passé, et pour trouver les 15 voitures manquantes, on va dire, à ce jour, parce que pour l'instant, on a les 55, mais on sait pas, on n'a pas les 15 supplémentaires pour les 24 heures de Spa. Laurent, si on doit tirer un... Alors on va rappeler que chronométriquement, avec toute la réserve qu'il faut mettre pour ces temps, parce que quid de la quantité d'essence, sachant qu'on ne connaissait pas forcément le pilote derrière le volant à l'instant T, les relais sur les pneus, enfin bon, il y a 50 000 paramètres à mettre entre le chrono et une analyse. C'est Two Seas Motorsport qui a signé le meilleur chrono de ce prologue. Alors, Est-ce que ça peut être plus indécis que les autres années? bah, ça peut être plus indécis que les autres années dans un sens où tu as quand même plus, je pense, plus de changements que les autres années. Tu vois, tu as quand même des transferts, des gens qui sont pas là, des gens qui arrivent. Donc ça peut modifier un petit peu le cours des choses. Maintenant, je vais être honnête, alors comme tu l'as dit, le chrono, ok, c'est tout ce qui a fait Motorsport qui a fait le meilleur temps. Une Maintenant, je suis voiture pas qui est en persuadé qu'il gold. faille. Ouais, voiture qui est en gold, qui sera pilotée à l'année avec Kodrick, Williamson et Al Khalifa, Mhm. qui est le copropriétaire du titre. Maintenant, qu'est-ce que tu... Enfin, moi, le chrono, j'ai quasiment même pas regardé, ou j'ai regardé de loin les chronos parce que c'est une séance d'essai. Et comme tu l'as dit, il y a trop de paramètres qui peuvent rentrer en jeu pour dresser une hiérarchie. On va voir ce que vont donner les nouvelles voitures, comme la Ford, comme l'Aston Martin Vantage GT3, dont on nous promet pas mal de choses parce qu'elle a quand même beaucoup évolué. Et puis, il y a quand même plus de voitures. Mais tu as quand même les BMW qui sont là avec des teams quand même de pointe. Les Ferrari, à pas oublier, qui ont très bien terminé à Barcelone la saison dernière avec un doublé. Si tu veux, les Porsche aussi qui vont vouloir faire quelque chose. Mercedes qui a encore 2 ans à faire avec sa voiture actuelle, mais qui est certainement on publiera une interview de Jules Gounon qui explique pourquoi, même si cette voiture elle est de 2016, elle a toujours son mot à dire en 2024. Et puis, il ne faut pas oublier les Audi qui sont toujours là parce que Audi est quand même présent. On a bien vu un camion de compétition client Audi Sport Customer Racing dans le paddock. Donc il y a quand même des équipes qui font confiance à Audi avec des Audi et des équipages qui peuvent certainement jouer quelque chose, hein, aussi bien chez Attento. CSA un bel équipage. Saint-Eloc en théorie, même s'il n'est pas bouclé à 100%, mais aura un très bel équipage en Gold Cup. Donc il faut surtout pas sous-estimer aussi Audi. Donc non, non, il y a pas mal il y a pas mal d'incertitudes et d'ouverture selon moi sur cette saison. Peut-être plus que par le passé d'ailleurs, Ouais. peut-être. Et on rappelle que ce prologue avait quand même peut-être une importance un peu différente aussi cette année parce que la première manche sera au Paul Ricard, comme tu disais, le calendrier a changé. Ça sera dans un tout petit peu moins d'un mois désormais. Donc là, il y avait aussi autant la manche du Paul Ricard avant n'était pas au début de la saison. Là, du coup, ça a permis peut-être, malgré la météo qui ne sera pas forcément la même, aux équipes de s'étalonner. Et on rappelle qu'ensuite, il y aura 2 manches sprint avant les 24 heures de Spa. Donc voilà, le prologue avait cette importance-là. Laurent, voilà, on a fait le tour de ce prologue du GT World Challenge Europe 2024. Le prochain rendez-vous, donc on le disait, le Paul Ricard sur une course non plus de 1000 km mais de 3 heures. Donc ça sera aussi un élément à prendre en compte. On fera plus 6 heures d'épreuve sur le circuit varois mais 3. Je Et, crois plutôt. on se couchera plus tôt, effectivement. Par contre, comme c'est au mois d'avril, je pense qu'il n'y aura pas de fête il n'y aura pas de Ah, je sais rooftop. pas, ça dépendra. C'est sûr que si les températures sont les mêmes que ce qu'on a eu là, il y aura peut-être une fête, mais il y aura peut-être pas autant de monde, ça, c'est sûr. Mais il y aura du spectacle en piste, on en est sûr, sachant qu'en plus, la deuxième manche du calendrier endurance, ce seront les 24 heures de Spa, donc déjà, là, même placé en ouverture, le Paul Ricard servira déjà un petit peu de répétition générale, comme c'était le cas
les autres années. Ben, merci Laurent en tout cas pour ce débriefing un petit peu de ce prologue et ben, on se donne rendez-vous concernant le GT World Challenge Europe dans un mois sur le Paul Ricard. Tu seras sur place et on verra quels seront les premiers enseignements à tirer de cette première manche 2024. Exactement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans un prochain numéro de Track Limit. Merci, à bientôt. Bye bye.